Nous voilà déjà au 4e jour de notre circuit en Irlande. Les visites vont passer par Adar, village médiéval au toit de chaume, le musée en plein air de Bunratty, les impressionnantes falaises de Moher, la traversée du Burren, avant d'arriver à Kinvara en fin de journée. Une longue étape. Quand je disais que le temps change souvent et pour peu de temps. Après un ciel qui virait au bleu, voici quelques minutes plus tard une pluie battante. Mais pour les Irlandais, ce n'est pas un sujet de conversation, d'ailleurs pas plus que de se poser la question pourquoi un troupeau de vaches traverse une route nationale. Si Adar a eu le privilège de se développer au Moyen Âge, c'est parce qu'elle se trouvait sur un gué de la rivière Meg. C'était alors un centre de marché. 3 ordres religieux s'y sont installés, les Augustiniens, les Franciscains et les Trinitains. Il y eut également un puissant château fort dès le XIIe siècle. En souvenir de cette période, on a restauré une série de maisons avec leur toit de chaume typique. Ces travaux datent des années 1820 à 1840 à l'initiative des comtes d'Uraven. Auparavant, ce n'était plus qu'un hameau de baraquements et de cahutes. Aujourd'hui, on dit que c'est le plus beau village d'Irlande, bien qu'il porte plutôt le nom de village anglais. Le toit de chaume était d'abord constitué d'une solide charpente faite de bois fossilisé sorti des tourbières. D'un lacis de branchages recouvert de grosses mottes d'herbes et de terre servant d'isolant, puis de la chaume proprement dite, faite de tiges de blé, d'orge ou de roseau, solidement fixées ensemble avec des cordelettes pour résister au vent souvent violent sous ces latitudes. L'abbaye en ruine devint église catholique. La deuxième visite est consacrée au château de Bunratty. Son parc folklorique, c'est l'Irlande d'il y a un siècle. Commençons par le château. Alors ce château a été construit vers 1425 par une famille irlandaise, les McNamara. Mais au début du XVIe siècle, une autre famille irlandaise avait pris possession du château et c'était la famille O'Brien, la famille la plus puissante dans cette région qu'on appelle Tobin. La toute dernière famille qui a habité le château est une famille anglaise, c'était les Stuart. La famille Stuart est restée ici pendant environ 100 ans, mais elle avait quitté le château en 1824 par manque de confort, surtout à l'époque, pour ensuite emménager dans une maison plus moderne dans le village qui a été construite. Et cette maison est la maison de Bunratty. Plus tard, en 1880, le toit s'est effondré, le château ensuite est tombé en ruine progressivement. Il avait été laissé en ruine ensuite jusqu'au début des années 50. En 1954, un couple d'origine anglaise, Lord et Lady Gort, étaient de passage dans la région et ce couple était très passionné par le Moyen-Âge et l'art. Donc, en trouvant le château en ruine à l'époque, ils avaient l'idée de le restaurer et leur idée principale à ce moment-là était de créer des banquets médiévaux le soir. Donc, pendant environ 6 ans, avec l'aide du gouvernement irlandais, la famille Gort a apporté une collection d'objets qui datent de l'époque du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ils voulaient bien que tout soit authentique ici. Donc, la salle principale dans laquelle le comte O'Brien recevait tous ses invités. Donc dans cette salle avaient lieu les banquets à l'origine, mais aussi les jugements étaient rendus dans cette pièce. À l'époque, le comte O'Brien était la personne la plus puissante dans cette région. Il était considéré comme le roi ici, il avait vraiment tous les pouvoirs. Et dans cette salle, d'ailleurs, vous pouvez décider de tout dans votre vie. Vous pouvez vous donner un travail, un logement et s'occuper aussi de la justice. Alors où étaient les dames à ce moment-là ? Eh bien, les dames n'étaient pas admises dans la grande salle pendant les grandes occasions jusqu'au XVIe siècle. Elles devaient rester là-haut dans les tours, dans leurs appartements privés. Regardez d'ailleurs, il y a une petite fenêtre carrée en haut. Eh bien, c'est la fenêtre des dames, comme on l'appelle, car à l'époque, elles devaient se contenter d'observer ce qui se passait ici à travers cette toute petite fenêtre. Alors derrière, il y a les appartements des nobles, donc si plus tard vous voulez les visiter, c'est la pièce numéro 7.
Dans le coin, il y a un trou près du tableau. Alors, c'est le trou d'espion. Et derrière, cette fois, c'était les soldats du comte qui se cachaient et ils écoutaient toutes les conversations. Si quelqu'un me dit quelque chose à propos du comte, s'il y avait un problème, il y a des soldats qui pouvaient descendre par la tour et allaient tout rappeler immédiatement au comte O'Brien. Voici encore quelques prises de vue des appartements du château, cuisine, chambre à coucher, salon, témoins de la richesse des propriétaires de l'époque, mais il manquait le confort moderne. À l'instar du musée du Kerry vu la veille, nous avons aussi des reconstitutions de maisons anciennes avec leurs habitants. Nous nous dirigeons maintenant vers les falaises de Moher, en traversant des paysages vallonnés typiques, essentiellement des pâturages, cloisonnés par les fameux murs en pierre sèche, parfois un golfe. Il y en a énormément en Irlande qui attirent beaucoup d'étrangers. À l'horizon, la colline qui cache ces fameuses falaises, le site touristique le plus visité de la République d'Irlande. Commençons par quelques chiffres. Cette falaise s'étend sur 8,5 km dans le comté de Clare. La hauteur maximum est de 214 mètres. Leur formation date du Carbonifère supérieur, soit il y a plus de 300 millions d'années. Ce grès et ce schiste, formés en milieu marin, renferment une grande quantité de fossiles. Répartis de façon stratifiée, ces couches racontent l'histoire de la formation de la Terre à cette époque. Nous sommes ici dans la région sud du Buren. Tout à l'heure, nous verrons une autre partie plus au nord, sous forme d'un plateau karstique désertique. Ce site, sculpté par le temps, le vent, la météo et l'océan Atlantique, est aujourd'hui zone protégée pour les oiseaux. Jusqu'à 30 000 à la période de nidification d'avril à juillet, de 20 espèces différentes. On y trouve en particulier le crave à bec rouge, le faucon pèlerin, le macareux, le fou de bassan, etc. La tour O'Brien a été construite en 1835 par Cornelius O'Brien, en avance sur son temps, visionnaire quant à l'avenir touristique du lieu. Elle sert d'observatoire en direction des îles d'Aran et de la baie de Galway, visible par temps clair. Ce site n'a pas seulement fasciné les touristes ou les oiseaux nicheurs, mais également de nombreux metteurs en scène de films, comme par exemple Les Canons de Navarone, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, etc. Un tel site présente des dangers que certains touristes veulent ignorer. Je ne parle même pas de ces amateurs de VTT qui circulent sur les plateaux inférieurs. En tous les cas, cela n'émeut pas le bétail qui broute avec attention le maigre fourrage local. L'île d'Aran, au large de ses falaises et à la sortie de la baie de Galway, est célèbre pour ses pulls en laine. À l'époque, chaque famille avait son motif propre. Les marins qui partaient en mer les portaient toujours. Ainsi, en cas de noyade, ils pouvaient être plus facilement identifiés. On arrive au Corkscrew, le fameux virage en S, qui nous ouvre la vue sur le plateau du Buren, zone calcaire de 300 km² d'aspect désertique. La surface rocheuse est fissurée ou crevassée par le ruissellement des pluies plus ou moins acides qui ont dissous le calcaire et le gel qui a fait éclater la roche. On y trouve à la fois une végétation méditerranéenne et alpine, la gentiane bleue étant l'emblème du Buren.
Un officier de Cromwell disait « C'est un pays où il n'y a pas assez d'eau pour noyer un homme, pas assez d'arbres pour le pendre, pas assez de terre pour l'enterrer, et pourtant leur bétail est bien gras, car l'herbe qui pousse sur des mottes de terre de quelques pieds carrés, entre les cailloux de calcaire, est bien douce et fort nourrissante. » À l'instar de ce qui se fait dans les Alpes, le bétail se déplace en altitude en fonction des saisons afin de récolter la plus grande partie de ce maigre fourrage. Ce plateau qui ne dépasse pas 30 mètres d'altitude ne présente pas de falaises vertigineuses comme celle de Moher, mais cette côte est battue par les vents, submergée par les tempêtes les pires du globe, arrosée par des pluies souvent continues pouvant atteindre 10 cm par jour, en moyenne 2 à 3 mètres par an. Sur les zones plates se développent des tourbières gorgées d'eau. Mais dès que l'on vient à l'intérieur des terres, c'est la sécheresse.